Rebonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cette troisième conférence de l'événement Repenser l'industrie agroalimentaire, donc, que notre équipe chez Fidelio organise chaque année. Comme pour la précédente conférence, avant de laisser la parole à nos conférenciers, je vais vous donner quelques précisions techniques. Donc déjà, pour communiquer, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous pouvez nous dire dès maintenant si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je vous encourage aussi à poser vos questions à travers l'onglet dédié aux questions sur le côté de votre écran. Ça permettra en fait à nos conférenciers de bien les voir et donc d'y répondre aussi plus facilement. Et pour rappel, toutes nos conférences sont enregistrées et en fait, vous pouvez les revoir dès maintenant en allant sur la page de l'événement. Donc, je vais donc laisser la parole à nos prochains conférenciers, Michael Chadwick, qui est analyste ERP chez Fidelio, et Audrey Laurin, vice-présidente finance et administration chez La Petite Bretonne. Donc, Michael, Audrey, c'est à vous. Bon, ben, merci Aude pour l'introduction. Merci Audrey de te joindre à nous aujourd'hui pour cet événement Repenser, notre troisième édition cette année. Ben, je me présente, Michael Chadwick, je travaille avec Fidelio ERP. Nous, on est un ERP spécialisé dans tout ce qui est entreprise, transformation agroalimentaire. Donc, c'est ce qu'on fait sur une base quotidienne. On aide les PME dans leur transformation numérique avec notre solution Fidelio ERP. Et ben, comme Audrey, comme j'allais dire, Aude l'a dit, Aude et Audrey, c'est proche. Donc, Audrey, je te laisse te présenter toi et ensuite un peu nous présenter l'entreprise pour laquelle tu travailles, La Petite Bretonne. Oui, Audrey Laurin, donc je suis en charge ici de finance administration, puis j'assume aussi une portion de la direction générale. Alors, au niveau de mon implication en tant que telle, c'est sûr que je chapeaute à un plus haut volet les fonctions finance, RH, TI notamment, et les fonctions opérations aussi. Donc, j'en vois relativement large. On a des super belles photos qui sont quelques extraits d'une de nos usines, notre usine à Blainville. Et puis, donc voilà, alors on est dans un processus continuel, non seulement d'amélioration continue, mais aussi d'automatisation. Ça fait vraiment partie de qui on est là, à la Bretonne. Excellent, excellent. Donc, je pense que c'est ça, La Petite Bretonne, vous êtes reconnue comme une organisation qui a toujours une culture d'innovation. Ça fait déjà plus de 10 ans là, que vous êtes dans ce processus-là de transformation numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la culture d'innovation a influencé concrètement l'idée d'entamer une transformation numérique chez La Petite Bretonne? Bien, la transformation numérique, c'est très large chez nous. Alors, autant il y a de la transformation au niveau de nos processus d'affaires, nos processus, nos outils de travail au quotidien, mais on a aussi beaucoup de transformation numérique au niveau de nos machineries de production, automatisation également. Et puis ça fait plus de 10 ans, Michael, qu'on fait ça. On est vraiment dans un processus, je dirais pas rigoureux, parce que parfois, on y va à la volée, là, on sait ce qu'on a besoin, mais on essaie toujours de faire toujours un pas en avant. On ne veut pas se laisser d'amis le pion, donc on fait toujours un pas de plus en avant au niveau de l'automatisation, puis l'automatisation au sens large. Là, au niveau de la transformation numérique de nos outils de travail, ça, effectivement, ça fait un petit peu moins longtemps qu'on a abordé ce sujet-là. Puis avec les tendances qu'on voit et tous les outils qui se développent, c'est beaucoup plus facile pour nous d'emboîter le pas depuis les 10-15 dernières années pour transformer nos façons de faire, puis automatiser l'entreprise en général là, sur différents aspects, dont des processus bureautiques, par exemple. OK, excellent. Puis, concrètement, si on regarde des exemples que tu pourrais peut-être partager avec nous aujourd'hui, que ce soit au niveau peut-être de gains en efficacité, des deux volets que tu disais, autant numérisation des équipements dans l'usine ou des outils informatiques au niveau de l'administration. Donc, as-tu quelques exemples peut-être de gains en efficacité, peut-être des réductions de coûts, d'amélioration au niveau de la qualité, service à la clientèle, productivité? Juste partager ça avec nous. Bien, tu sais, l'objectif numéro 1 derrière tout ça, que ce soit en production, que ce soit en bureautique, que ce soit en TI, c'est qu'on veut diminuer le temps qu'on passe à rentrer des données dans une plateforme, dans un système,
pour avoir davantage de temps de collecter, de retirer ces données-là, d'en faire une analyse pour nous permettre de passer à l'action plus rapidement. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau de la production, compte tenu qu'on a de l'automatisation, nos ordinateurs de machines sont connectés, on est capable d'en extirper des données et l'objectif, c'est de les faire parler et là, d'aller chercher des pistes d'amélioration, réduire nos pertes, réduire nos rejets. Bien, c'est la même chose au niveau de la bureautique. Alors, ce qu'on veut faire, puisqu'on fait de plus en plus, c'est qu'on veut automatiser certaines tâches qui n'ont pas nécessairement de grande valeur ajoutée parce qu'elles prennent plus de temps. Je donne une idée. Faire des dépôts, par exemple, parce que là, c'est des tendances, là aussi. On est capable de faire des dépôts numériques maintenant ou des dépôts mobiles entreprises qui se font beaucoup plus rapidement. Ça génère des fichiers, la même chose pour les payables. On pousse ça dans notre plateforme de paiement, notre plateforme bancaire et du même côté, on est capable d'automatiser dans notre système ERP, ce qui fait que la tâche qui auparavant pouvait prendre 10, 15 heures par semaine, ben maintenant, en l'espace de peut-être 2 heures, 3 heures, c'est réglé. Alors, ça libère nos ressources pour faire quelque chose de beaucoup plus productif que de rentrer des données. Okay. C'est ce qu'on essaie de faire là, vraiment dans chacune des sphères, chacun des départements de l'entreprise. OK. Puis, est-ce que ça vous a aidé, des fois, exemple, s'il y a des clients qui vous demandent d'essayer de créer des nouveaux produits ou des choses comme ça pour eux, est-ce que c'est des choses où est-ce que d'avoir ces données-là disponibles, ça vous aide justement peut-être à calculer des coûts d'avance ou des trucs comme ça sur des innovations au niveau des produits? Oui, bien, comme toute entreprise, je pense, Excel, c'est quand même un de nos meilleurs amis, mais il reste que ça a ses limites aussi. On est capable de le faire parler, mais l'avantage du ERP, c'est qu'on est capable d'aller chercher nos coûts de recettes en temps réel. Et à partir de ça, bien là, on est capable d'exporter nos données puis de les retravailler dans certains de nos fichiers. Nous, c'est de la façon dont on utilise notre ERP. Donc, on va chercher nos coûts, on les exporte dans nos fichiers de traitement pour l'analyse de nos coûts de fabrication. Parce que là, on inclut beaucoup d'autres paramètres qui ne sont pas nécessairement compilés à un seul et même endroit dans notre ERP. Fait que ça nous permet de faire des parallèles avec d'autres mesures. Et compte tenu que nos clients, on a peu de produits, peu de lignes de production, mais parfois l'emballage va changer. Alors, un emballage, le coût d'un emballage pour un client peut être différent du coût de l'emballage d'un autre client parce que l'étiquette n'est pas la même, parce qu'on n'en met pas la même quantité dans une boîte, la palettisation est différente. Donc, nous, on ne peut pas partir juste de ce qu'on a dans notre ERP parce qu'on n'a pas nécessairement toutes ces recettes-là quand on développe des nouveaux clients ou des nouveaux produits. Donc, on les exporte et là, on va les travailler dans nos fichiers pour faire les modifications requises. Dans le contexte qu'on vit aussi aujourd'hui, surtout au niveau de l'agroalimentaire, nos coûts sont en continuelle fluctuation. Donc, ça devient difficile de se baser strictement sur nos coûts de production aujourd'hui. On doit aussi prévoir notre futur. Et ça, notre futur, bien, il n'est pas toujours inscrit dans notre ERP. Donc, le fait de l'exporter, on part avec notre base à tout le moins. Là, bien, ça nous permet de faire les ajustements requis aussi. OK, excellent. Puis tu l'as mentionné tantôt en introduction, donc il y a une partie de votre transformation numérique qui se passe beaucoup sur le plancher de production avec l'ajout d'équipements, de l'automatisation, de la robotisation. Est-ce que quand vous avez entamé ce virage-là dans l'usine, vous étiez fixé des objectifs, que ce soit en croissance, en efficacité, puis avec les actions que vous avez posées, exemple, un robot qui va monter la palette tout seul et tout ça, est-ce que vous êtes déjà en mesure de calculer un retour sur investissement ou de voir une croissance ou une amélioration dans certaines choses qui ont été faites dans l'usine? Oui, souvent, c'est sur le nombre d'unités qu'on est capable de fabriquer dans le même laps de temps. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vise à monter un volume. Une fois que notre volume est suffisamment important, bien là, bien entendu, ça justifie souvent notre investissement. Ce qu'on va rechercher, il ne faut pas se leurrer, l'automatisation, ça n'enlève pas nécessairement en nombre d'employés, ça change les fonctions. Au lieu d'avoir beaucoup de journaliers avec des mouvements répétitifs à plus petit salaire, ben, on a moins de journaliers, mais on peut avoir besoin davantage d'opérateurs, peut-être un automaticien de plus ou un électromécanicien. Donc, notre quantité d'employés, notre nombre d'employés est sensiblement le même, mais les fonctions ont changé. Alors, nous, ça nous permet rapidement d'augmenter
de calculer en fait combien on est capable de sortir à l'heure. Et c'est comme ça qu'on va calculer souvent notre retour sur investissement. Je donne un exemple. On voit dans la photo en haut à gauche la sortie des croissants. Quand on a décidé d'automatiser cette ligne-là, on fabriquait des croissants 24 heures par jour, 7 jours semaine dans 2 usines, avec plus d'une dizaine d'employés par usine par quart de travail. En automatisant la ligne, on venait augmenter le volume disponible, puis la quantité travaillée à l'heure venait de plus que doubler, à peu près tripler, mais on diminuait le nombre d'employés d'à peu près, on était rendu à peu près à 25 %. Fait que pour nous, notre gain était là. On l'économisait en main-d'œuvre, puis on augmentait aussi avec une main-d'œuvre plus petite, on augmentait de beaucoup les quantités produites à l'heure. Donc là, ça nous permettait de réduire nos heures de production pour fournir exactement la même quantité que ce qu'on faisait dans les 2 usines. Puis, au fil du temps, ça nous laissait de la place aussi pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Donc, on avait de la capacité de production excédentaire qu'on était capable d'exploiter. C'est excellent. Donc, d'un côté, tu augmentes ta productivité, d'un autre côté, tu réduis la main-d'œuvre nécessaire pour aller chercher ces volumes-là. Puis, ben là, tu nous donnes un exemple d'automatisation d'une ligne. Est-ce que là, vous avez déjà ciblé d'autres pistes d'automatisation que vous dites, ben ça, si on faisait le même exemple de la sortie des croissants, on va aller chercher quelque chose d'additionnel? As-tu peut-être un exemple? Bien, on fait ça pour chacune de nos lignes, en fait. Okay. Alors, chaque ligne de production, avant qu'elle soit automatisée, on a tout le temps une analyse similaire. C'est un peu le même processus. On le fait aussi pour d'autres fonctions, Michael, pas seulement pour la production. On l'a fait pour nos lignes de croissant. Là, on est en train de le travailler pour… en fait, on l'a travaillé dernièrement pour une ligne de madeleine qu'on a automatisée. On a beaucoup de capacité de production avec cette nouvelle ligne-là. Alors là, on est à développer davantage le marché pour pouvoir remplir notre ligne qui est très disponible là, en ce moment. Mais on l'a fait pour notre ligne de chocolatine, de danoise. Puis, chacune des lignes va passer le même processus. Et même dans une ligne, chaque segment de ligne va passer un peu dans le processus de cette réflexion-là. Alors que ce soit, par exemple, parce qu'on a un goulot, tôt ou tard, on a un goulot. Et ce goulot-là, si ça engendre beaucoup de main-d'œuvre, ben, on va toujours se pencher sur la question. Comment on est capable d'automatiser, comment on est capable d'accélérer cette fonction-là ou de diminuer la charge. C'est souvent la charge de travail qui est demandée aux employés qui devient lourde. Alors, on veut alléger cette charge-là en production pour nos employés journaliers. On le fait également quand c'est un travail, par exemple, ça peut être une analyse, j'en parlais tantôt, là, certaines fonctions bureautiques ou certaines fonctions comptables. On le fait également dans nos TI aussi. Donc, peu importe la fonction, il y a tout le temps quelque chose qu'on fait qui devient répétitif parce que c'est une analyse régulière qu'on doit faire et ça nous prend X temps. Est-ce qu'il y a des outils disponibles qu'on pourrait implanter pour nous permettre d'automatiser ça et de recevoir l'information puis de diminuer considérablement le temps qu'on y passe? Parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, on met de plus en plus de temps à travailler ces données-là. Donc, on veut essayer de se dégager un peu parce qu'on sait qu'il y a une surcharge qui vient tôt ou tard là, au niveau du travail. OK. Fait que là, c'est bon. Tu fais une excellente transition à notre prochain segment qui est la partie main-d'œuvre. Fait qu'autant au niveau de l'usine, quand on fait des changements pour améliorer, comme tu as dit, la qualité de travail et les processus, mais autant aussi au niveau de l'administration avec l'outil informatique. Ça a été quoi votre stratégie? Tu peux nous donner 2 exemples, autant dans le bureau que dans l'usine. Au niveau de la gestion de changement, comment amener les employés dans le changement au niveau technologique, au niveau automatisation, au niveau informatique? Ça a été quoi, en gros, votre stratégie? On n'a pas une stratégie parce qu'on ne gère pas nécessairement de la même façon pour chacun des départements. Puis honnêtement, on n'est pas nécessairement parfait non plus. On a tout le temps des pistes d'amélioration. Ce qu'on avait fait au niveau de l'implantation de notre ERP, il y a quoi, peut-être une douzaine d'années, je ne me souviens pas exactement, une douzaine d'années, plus ou moins. On avait rassemblé toute une équipe, on s'était monté une équipe avec un représentant de chacun des départements.
Puis l'objectif, c'était d'établir ensemble, de se faire une charte de projet, mais d'établir ensemble quels sont nos besoins pour qu'on cible la bonne solution pour répondre à l'ensemble de nos besoins. Puis ça, je pense que ça a été un bon coup qu'on a fait d'impliquer beaucoup de gens à la base parce que je me voyais très mal de dire, ben moi, je connais ça, les finances, puis on installe un ERP, puis voici ce qu'on a besoin. Je fais pas les achats. Je comprends le processus, mais dans le quotidien, c'est pas moi qui les gère. Fait que quels sont les besoins au niveau des achats, au niveau de la logistique, au niveau des données et statistiques de production, au niveau de la planification des commandes? C'est tout ça, je le vivais pas dans mon quotidien à moi. Donc, d'aller chercher les gens qui géraient les inventaires, qui géraient les commandes, là, ça nous bonifiait beaucoup sur qu'est-ce qu'on a besoin comme outil. Et ça nous a permis de faire une plus grande analyse de nos besoins, d'identifier nos priorités, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune solution qui va rencontrer 100% de nos besoins. On vise le 80% à tout le moins. Donc là, on établissait nos priorités dans tous nos besoins et on essayait de segmenter ce qui est obligatoire à obtenir d'une solution et ce qui serait un nice to have, quelque chose qui bonifierait, mais que si on ne l'a pas, c'est pour l'instant, c'est pas la fin du monde. Fait que ça a été un bon coup de faire une équipe très élargie pour vraiment sonder les gens. D'un autre côté, on le fait pas dans tous les départements. Puis de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'impliquer plus de gens parce que tout le monde a des idées avec ce qu'ils vivent au quotidien. Puis je pense que c'est pas à négliger que de consulter en automatisation de production, que de consulter non seulement notre directeur de maintenance mécanique, mais aussi nos gens de production, bien entendu, nos gens en qualité, parce que nos gens en qualité ont des travaux à faire là-dessus également, nos gens en sanitation. Fait que, il faut vraiment aller un peu plus large pour les impliquer. Est-ce qu'on les implique dans 100% du projet? Pas nécessairement, mais il faut quand même récolter les informations puis les impliquer à certains égards. Puis ils ont des idées aussi qui sont pertinentes auxquelles on n'aurait pas pensé. Non? OK. Puis, comme tu as dit, il y a des bons coups. L'idée, effectivement, de rassembler le maximum de gens en comité, d'aller chercher les idées et tout. Mais autant du côté, encore une fois, automatisation des machines dans l'usine ou de l'utilisation de la plateforme Fidelio sur usine pour capturer les données et tout ça, y a-tu quand même des frictions, la résistance au changement, ou est-ce que là, les gens disent, là, pourquoi avant je faisais pas ça, pourquoi faudrait que je le fasse? As-tu aussi des choses à partager par rapport à ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre réalité à vous? Ben oui, mais j'apprends rien à tout le monde là, quand je dis que la résistance au changement existe. Chacun a sa propre tolérance là, ou sa propre portion de changement à accepter. Quand on joue dans un poste de travail, ça crée toujours de l'insécurité. Alors, raison de plus pour inclure ces gens-là dans un processus décisionnel, puis il ne faut pas négliger la communication. Parfois, on la néglige, mais on essaie vraiment on fait beaucoup d'efforts pour communiquer, parce que plus on va communiquer un changement qui s'en vient, plus on va faire voir les bénéfices pour les individus, plus le changement va être facile aussi à adopter. Facile au niveau de la tête, en fait, on accepte le changement. Maintenant, au niveau de l'application, c'est pas toujours facile non plus, parce que les gens n'ont pas toutes les mêmes compétences. Ils partent pas tous de la même place non plus. Alors, il y a beaucoup de formations à donner. Puis, je pense que dans notre implantation IARP, entre autres choses, un des aspects qu'on a négligé, après coup, on s'en rend compte, c'est de déployer des ressources additionnelles pour soutenir les équipes. On avait 2 ressources additionnelles, c'était insuffisant dans notre cas à nous, parce que automatiser une fonction qui n'a pas été automatisée depuis fort longtemps, ça vient bousculer bien des gens et on doit mettre beaucoup plus d'énergie pour accompagner ces gens-là. Fait que c'est énormément d'accompagnement qu'on doit faire, il faut être très patient, il faut y aller une petite bouchée à la fois et il faut pouvoir constater les bénéfices pour chacun de façon régulière, à différents jalons. Puis ça, c'est une négligence qu'on a faite à l'implantation du ERP, qu'on essaie de ne pas refaire dans nos autres implantations. Pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours les ressources additionnelles. Souvent, c'est pour aller chercher des ressources à l'extérieur pour ça, il faut dégager des gens qui ont déjà une grosse tâche. Donc, on ne peut pas les dégager à 100%, mais ça prend vraiment
des gens là, qui seront dédiés pendant un certain temps pour ces projets-là. C'est sûr. Puis là, aujourd'hui, en plus, tout le monde, pénurie de main-d'œuvre et tout. Donc, le recrutement, c'est un défi en soi pour toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Tu as déjà pas mal fait de parallèles par rapport à l'implantation de Fidelio avec le sujet qu'on vient d'aborder au niveau de la gestion de changement et de la main-d'œuvre. Rapidement, qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur il y a une dizaine d'années de dire, ben là, on a un système pour notre prise de commande, on a un autre système comptable, on a un paquet de trucs. Ça a été quoi la genèse pour toi de dire, ben là, il faudrait sélectionner ERP? Ça a été quoi vraiment l'élément déclencheur pour dire, ben là, on est prêt, on est rendu là, puis il faut avancer dans un projet ERP? Bon, je vais être très honnête. L'élément déclencheur numéro 1, il y en a eu 2. L'élément déclencheur numéro 1, c'est que notre système comptable n'était plus supporté et on perdait de toute façon ce système-là. On n'avait pas le choix de passer à une autre plateforme. Ça, c'était la première constatation. Donc, il fallait enclencher un processus de changement pour la comptabilité et les finances. Le deuxième point, c'est que compte tenu qu'on faisait du extra comptable à gauche et à droite, en utilisant des outils multiples, on n'avait aucune centralisation de nos données. Et ce qu'on constatait souvent, c'est qu'on avait des données qui sortaient de la production, le nombre d'unités, par exemple, qu'on a fabriquées dans un quart de travail sur un produit ou une ligne en particulier. Cette donnée-là était retransférée dans un autre dossier pour analyser les temps. Après ça, on retransférait encore la donnée pour travailler nos coûts de revient. Finalement, on pouvait bardasser ces données-là sur de multiples plateformes avec un grand risque d'erreur. Et ça, on en a vu plusieurs. Hein, les données qui suivent, mais finalement, qui ne sont jamais les mêmes. Là, on se disait, mais on prend nos décisions sur quoi, finalement? Au niveau de l'intégrité de nos données, on n'était pas convaincu qu'on avait des données intègres, des données exactes pour nous permettre de prendre des décisions appropriées. Puis, on passait énormément de temps et on avait beaucoup de ressources qui ne faisaient que retranscrire des données d'une grille Excel à une autre, à une autre plateforme pour X raisons, au coût de revient. Fait que là, on se disait, ça n'a aucun sens de travailler de cette façon-là. Donc, on a voulu centraliser, travailler avec les mêmes données, minimiser les risques d'erreur d'utilisation de ces données-là, bien entendu, et de pouvoir aussi diminuer le temps passé à la collecte de données, purement. Fait que ça a été vraiment nos deux éléments clés. OK. Puis, donc, c'est ça aujourd'hui, les bénéfices que vous en tirez, c'est que, ben, tu viens de le dire, je pense, l'intégrité de données puis la centralisation des données vont permettre à toi, à ton équipe, à tous les autres départements d'avoir accès à ces données-là pour ensuite peut-être pousser ça, comme tu disais, dans des outils que vous avez développés à l'interne pour vous aider à faire vos analyses, vos planifications et tout ça. Fait que c'est vraiment là où est-ce que pour vous, tu as un bénéfice immédiat d'avoir intégré toutes les données dans un ERP. Exact. Excellent. Encore une fois, là, un autre sujet peut-être que j'aimerais aborder avec toi, tu en as parlé aussi tantôt, donc justement, tu dis, on a un nouveau produit, on connaît nos coûts, on ne connaît pas le futur, les marges sont faibles, il faut s'assurer de bien faire nos choses et tout ça. Donc, il y a eu aussi la pandémie qui a fait en sorte que tout ce qui était logistique, approvisionnement, ça l'a ajouté des nouveaux défis, si je peux dire. Puisque vous aviez déjà commencé il y a quelques années avant la pandémie, la transformation numérique de votre entreprise, encore une fois, autant au niveau administratif que dans l'usine, penses-tu que vous avez été peut-être moins impacté que d'autres entreprises? Est-ce que le fait que vous soyez déjà dans ce virage-là, ça a fait en sorte que pour vous, il y a eu quand même eu des défis, mais que ça a eu moins d'impact? Est-ce que pour toi, il y a eu une différence au niveau de la période quand on a traversé la pandémie? De pandémie, bien, je te dirais probablement, mais le fait qu'on soit toujours en processus d'automatisation, pour nous, c'est un naturel. Alors, on a fini un projet, peu importe dans quel département, on a terminé un projet, on a tout de suite un autre sur lequel on travaille. Il y a tout le temps une roue d'amélioration qu'on fait au niveau technologique, au niveau automatisation. Donc, je pense qu'à quelque part, ça nous a servi
parce que on a autant de difficultés de recrutement de main-d'œuvre que n'importe quelle autre entreprise, bien entendu. Le fait d'avoir des postes peut-être moins difficiles à combler, est-ce que ça nous aide? J'ose croire que oui, à certains égards. Si on diminue nos mouvements répétitifs, si on a une tâche qui est beaucoup plus facile physiquement à exécuter pour un employé en production, par exemple, bien, je pense que ça a une certaine valeur ajoutée aussi. Donc, le processus d'automatisation, je pense qu'il y a une valeur là-dedans. La pandémie, en agroalimentaire, je dirais qu'on n'a pas été très impacté, en tout cas pas dans notre secteur. On est quand même dans un secteur d'alimentation de base. Les gens mangeaient quand même. On était bien positionnés pour ça. Autant dans une période inflationniste, la même chose. Et il faut qu'on s'alimente un minimum. Alors, nous, c'est le marché qu'on a choisi. Donc, ça nous sert dans certaines situations de crise ou certains contextes économiques un petit peu plus difficiles. Mais il reste que les augmentations de coûts qu'on connaît, autant des coûts, les salaires, c'est la même chose, c'est autant des salaires que des coûts d'approvisionnement, ben, ça a un impact sur nous, sur notre rentabilité, bien sûr, sur la façon dont on travaille nos coûts de revient pour réviser nos prix de vente. Puis, on a du travail à faire aujourd'hui qu'on n'avait pas à faire avant avec la même fréquence. Je prends juste les augmentations de prix de vente clients où on faisait ça à peu près une fois par année dans un contexte où les coûts sont relativement stables d'année en année avec de légères augmentations. Là, ça bouge tellement vite que on a des gens qui font ça à temps plein maintenant. Okay. Il y a des coûts de revient, ce qu'on n'avait pas avant parce qu'on se disait on fait un blitz une fois par année, on fait les révisions. Là, on est obligé de faire ça là, avec une fréquence beaucoup plus grande, plusieurs fois par année, pour faire notre révision, s'assurer qu'on garde toujours une certaine rentabilité. Donc, on n'a pas le choix et là, ça a généré du travail additionnel. Mais pour que le travail soit agréable, ça nous prend des outils technologiques pour ça. Ça nous prend des analyses, ça nous prend des données. OK. C'est excellent. Donc là, aujourd'hui, je pense que vous êtes positionné sur plusieurs marchés, donc Canada, États-Unis. Je pense que vous avez aussi le Mexique, je pense qu'il est un bon marché pour vous. Donc, si on regarde vers les axes du futur, que ce soit encore une fois en développement d'affaires, en développement de produits ou en augmentation de volume, qu'est-ce qui est dans les cartons pour la petite Bretonne? Qu'est-ce que vous visez pour les prochaines années de dire, ben là, nous, on veut développer tel marché, on veut s'en aller dans tel autre truc? Ou y a-t-il des choses que vous planchez déjà pour attaquer d'autres marchés et aller chercher une croissance avec l'entreprise? On vise toujours à rester maître chez nous. C'est beau l'exportation, mais on veut quand même être fort dans notre propre marché parce que peu importe ce qui arrive, s'il y a une fermeture de frontières ou autre souci politique, on veut s'assurer de pouvoir continuer à exploiter puis à produire pour une clientèle plus locale. Fait que pour nous autres, produire pour notre marché canadien, c'est quand même prioritaire, bien entendu. Notre marché américain, c'est un marché... Le marché américain et le marché mexicain, en fait, ce sont des marchés où il y a un volume de population qui est tellement important qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans avoir à exporter outre-mer. Je pense que de rester dans ces zones-là, on a encore beaucoup de travail de développement. Puis, on a toujours des enjeux. Tu sais, nous, nos usines sont situées au Québec, nos 2 usines, et donc, tout notre marché est approvisionné de nos 2 usines. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a du transport à gérer. Fait qu'on essaie de travailler le plus proche possible de chez nous, mais de travailler aussi sur un territoire élargi comme aux États-Unis ou au Mexique, ça nous prend des partenaires aussi. Alors nous, on a choisi de non seulement promouvoir notre marque de commerce, mais aussi de faire de la marque privée pour certains de nos clients qui nous permettent de déployer nos produits sur un territoire beaucoup plus vaste. Ça, c'est notre choix d'affaires. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, puis il y en aura toujours. On a installé il y a 2 ans environ une ligne de production, une ligne automatisée de fabrication de madeleine, où là, on a beaucoup de capacité encore et qu'on essaie de remplir. Puis, on travaille aussi sur l'augmentation de production sur notre ligne de biscuits. OK, excellent. Avant qu'on aille à la période de questions, Audrey, j'aurais peut-être une question ou une question et demie en conclusion.
tantôt, tu nous parlais dans tout votre processus, dans toute votre démarche, tu sais, au niveau de la transformation numérique, encore une fois administrative ou dans l'usine. Tu disais un bon coup qu'on a fait, c'est qu'on a fait des comités, on va chercher l'input des gens et tout ça. Si tu avais peut-être quelque chose à partager, ouais, tu as parlé de la formation, peut-être aussi que tu en ferais plus, là, l'idée, mais si tu avais quelque chose d'autre à partager aux gens, de dire, ben ça, c'est vraiment important à inclure ça dans votre plan de transformation numérique, ce serait quoi c'est ça, l'insight ou le conseil de sagesse que tu leur donnerais? J'en aurais 3. Pas sous-estimer le temps et l'énergie requis. Ne pas sous-estimer les ressources additionnelles requises. Et tester, retester. Parce qu'on trouve toujours des petites coquilles, on change nos procédures, on change nos façons de faire. Il y a toujours des ajustements pour retester continuellement pour s'assurer qu'on ait une intégralité, pas qu'on se ramasse X mois plus tard à dire « Oups, j'ai des erreurs dans mes inventaires que je n'avais pas vues ». Il faut vraiment faire beaucoup de tests en passage d'une plateforme à l'autre, mais ça, je pense que c'est essentiel, ces 3 aspects-là. Ces 3 aspects-là, excellent. Donc, je ne sais pas si on a des questions des gens dans l'auditoire. Alors oui, on a déjà 2 questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions encore maintenant dans l'onglet dédié aux questions. Alors la première question, c'est êtes-vous web ou on-premise? Avez-vous rencontré des problèmes? Pour le logiciel ERP, nous, quand on l'avait installé initialement, on était on-premise. Puis, on a fait une migration dernièrement à la plateforme Fidelio Web. Donc, ça a été fait à l'automne. Alors, on est encore dans les tests et retests sur certaines fonctions parce qu'il y a des fonctionnalités qui ont changé, puis on en a profité pour déployer des nouvelles fonctions par la force des choses. Donc, on est passé d'une plateforme à l'autre. Dans les plateformes web, pour en avoir un peu partout aussi, souvent, c'est la qualité de l'Internet qui va aussi faire une différence, là, la qualité de notre approvisionnement, parce que ça peut ralentir certains systèmes aussi. Il faut juste s'assurer d'avoir les bonnes connexions pour faciliter un travail avec les plateformes. Merci. Donc, deuxième question, par curiosité, outre Excel et votre ERP, utilisez-vous encore le papier à quelque part dans vos processus, spécialement sur le plancher de production? Ben oui. Par contre, on est en transition actuellement. On a implanté certains outils de prise de contrôle, que ce soit des contrôles de poids, des contrôles de qualité. Et là, on est en train de déployer avec ces outils-là. On est en configuration de certains formulaires, puis on veut déployer des tablettes pour fixer à différents endroits pour que les gens puissent faire la compilation directement sur tablette. On n'est pas à minuit moins 1, là, il nous reste encore du travail à faire, mais c'est vraiment dans notre projet 2023 d'automatiser les fonctions prise de documentation papier. Merci Audrey. Alors n'hésitez pas, pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous laisser encore un petit peu de temps pour poser vos questions dans l'onglet dédié si vous le souhaitez. Mais j'aurais autre chose à rajouter, Aude, pour ça. Oui, en fait, au niveau de la production, on a aussi installé d'autres logiciels qui nous permettent de capter des données de production en temps réel via des capteurs, ce qui nous permet d'alléger aussi notre prise de données là, pour les employés de production. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a implanté la dernière année et qu'on a encore un peu de travail à faire dessus parce qu'on doit bonifier certaines choses. On a ajouté des capteurs sur différentes lignes. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui va nous aider là, à la prise de mesure. Merci Audrey. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous les envoyer directement à l'adresse courriel que vous voyez affichée là à l'écran, donc info@commercial.comsoft.ca. On se fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Merci à Michael, merci beaucoup Audrey pour votre temps, merci aux participants, merci pour vos questions. On se retrouve donc dans quelques... Il y a une nouvelle question qui vient d'apparaître, vu qu'on a encore un peu de temps, je vais la poser. Plusieurs logiciels sur le plancher, comment gérez-vous toutes vos données pour le BI? Pour notre BI, bon, en fait, toutes nos données ne se retrouvent pas dans la même plateforme BI.
Au niveau des données financières, on exporte nos données dans notre système BI pour la gestion financière, les statistiques de vente, par exemple, par produit, par territoire, par distributeur, peu importe le canal. Donc, ces données-là sont plus faciles pour nous à exporter dans un système. Ce qui est souvent difficile, c'est de jumeler des données qui proviennent de différents endroits pour créer un seul et même rapport. C'est pour ça qu'on utilise encore certains outils comme Excel, entre autres choses, ou comme Power BI, peu importe les logiciels, parce que ça nous permet d'aller chercher des données d'une certaine base et des données d'une autre base qui, autrement, ont peut-être un peu de difficulté à se parler, et là, de faire des corrélations entre les deux. On a aussi des bases de données qui sont complètement différentes, par exemple, pour toute notre qualité. Alors, on utilise d'autres plateformes, que ce soit pour nos logiciels, pas nos logiciels, mais nos formulaires de qualité, nos prises de mesure, nos prises de température. On a des outils spécifiques qui nous génèrent un certain reporting là-dessus. Puis, la même chose en TI, on a des plateformes complètement différentes. Là, c'est une autre... TI, c'est comme un autre domaine là, où on a énormément d'outils technologiques qui nous permettent de monitorer et de suivre tous nos systèmes informatiques, que ce soit nos systèmes bureautiques ou que ce soit nos systèmes de machinerie de production aussi. Fait on a des outils qui sont là pour vraiment récolter nos données de production. Il y a certaines de nos machines de production, en fait plusieurs avec nos HMI, nous permettent de récolter certaines données, mais elles ne sont pas encore toutes interconnectées. Donc, on a commencé du travail là-dessus. Nos machines sont connectées, on prend des backups, mais il n'y a pas toujours une interaction au niveau de la collecte de données. Certaines de nos technologies sont un petit peu plus vieilles et ne nous permettent pas de faire ça moyennant des changements dans nos PLC. Mais on est quand même capable de se brancher puis d'extraire nos données. C'est juste que dans nos processus, pour le faire de façon beaucoup plus régulière pour faire parler nos données, aller les collecter, puis après ça, les remettre sur un BI, puis les faire parler. Fait on a des modifications. Nous, notre usine, on améliore, puis à un moment donné, ben, on doit, en plus d'ajouter des nouvelles lignes, on doit aussi se positionner sur nos plus vieilles pour faire des updates, des mises à jour, s'assurer qu'on tient la route aussi au niveau technologique. Fait on a les deux volets à gérer. Puis, ben ça, on en a tout le temps, là, des passages de technologie ou d'air technologique à faire sur certaines machines. Parfait, merci beaucoup. Donc là, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Alors déjà, est-ce que vous n'êtes pas trop stressé par les cyberattaques? Je dors bien quand même, mais c'est un enjeu de taille. On a une petite équipe ici à l'interne et on a des gens qui sont très, très pro-sécurité. C'est un souci continuel. On a énormément de couches de sécurité, mais ça prend des gens qui sont dédiés strictement à ça parce qu'il faut toujours se tenir à l'affût. Il y a toujours une nouveauté qui arrive sur le marché. Il y a toujours un nouveau virus. Il y a toujours une nouvelle façon de contourner. Donc, ça prend quelqu'un qui soit très, très, très informé de ce qui se passe actuellement sur le marché pour venir voir les coûts d'avance et pouvoir prémunir l'entreprise contre ces attaques-là le plus possible. Mais je vous dirais qu'on est attaqué tous les jours. C'est juste qu'elles sont arrêtées sur différentes couches. Par contre, je dirais que ça prend aussi des outils pour monitorer tout ça. Si on veut savoir quoi faire pour s'améliorer, il faut qu'on sache de quel côté on est attaqué et où sont nos faiblesses. C'est un peu le même principe qu'en production. Ben, on a un boulot d'étranglement quelque part ou on a une faiblesse à quelque part. Il faut le savoir pour l'adresser. C'est la même chose au niveau des TI puis au niveau de la cybersécurité. Il faut vraiment savoir où sont nos faiblesses. Donc, ça prend beaucoup d'outils pour monitorer. C'est pas un petit budget, hein, la sécurité TI. C'est quand même un budget non négligeable. Donc, la question suivante, c'est est-ce que ces nouveaux outils ont pu combler certains défis au niveau du leadership et de gestion au niveau de la production? Je dirais que ce que ça aide, c'est compte tenu qu'on passe moins de temps à rentrer des données, les gens ont davantage la tête froide pour regarder une donnée, l'analyser, et on a aussi un déploiement qui peut être fait par couche d'autorisation qui facilite
la prise d'information et qui facilite aussi une lecture et une prise de décision. Fait que je pense que d'avoir des données pertinentes, ça aide bien sûr. Et moi, la première, si on me demande de rentrer 3000 lignes dans un tableau, c'est bien le fun, mais après ça, me dire qu'est-ce que j'ai rentré, puis c'est quoi l'analyse que j'en fais, oublie ça, j'ai la tête pleine, j'ai juste la tête pleine de chiffres. Fait qu'il faut vraiment prendre un certain recul, puis c'est ce qu'un outil technologique nous permet de faire. C'est de prendre un recul parce qu'on sait que les données sont là, puis là, on est davantage dans un mode d'analyse de ces données-là. Nous, on déploie aussi au niveau de notre ERP, entre autres choses, comme au niveau de nos capteurs sur nos lignes de production, on déploie nos autorisations de consultation selon la délégation de pouvoir des gens. Alors, ce qui permet à chaque personne d'aller chercher l'information dont ils ont besoin pour faire l'analyse de leur KPI, si on veut, ou leurs données. Parfait, mais merci Audrey. Là, on arrive à peu près au bout du temps qu'on avait convenu pour la conférence. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On pourra aussi les transférer à Audrey si besoin. Donc, nous, on se retrouve à 11h pour la prochaine conférence qui sera donc cette fois-ci complètement en anglais avec Notch qui s'appelle Streamline Your Payments, Overcoming Outstanding Receivables and Manual Processing in Food Service Distribution. Donc, comme pour la précédente conférence, oui, c'est ça, vous pouvez vous pouvez retourner sur la page de l'événement, en fait, et vous verrez un bouton rejoindre la session. Donc, vous pouvez cliquer dessus environ à 11h. Et donc, je vous retrouve dans quelques minutes. Merci Audrey, merci Michael. Plaisir. Merci beaucoup Audrey pour ta participation. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.